Bonsoir, ne touchez pas à votre poste de télévision, vous êtes bien sur BFM TV et je vous le prouve en compagnie de Tariq Ramadan. Bonsoir Tariq. Bonsoir. Je ne sais plus si on se tutoie ou si on se vous voit Tariq. Bon, je crois qu'on se vous voyait. Mais... On se vous voyait. Ouais. Eh bien on va se vous voyer alors. J'imagine que vous avez bien écouté le discours de Barack Obama hier puisqu'il s'adressait aux musulmans et que vous êtes musulman. Jusque là j'ai tout bon. Jusque là c'est... oui. Un discours qui tranchait, il faut le reconnaître, avec ceux de W. Bush, son prédécesseur. Il n'y a plus d'un côté les bons blancs et de l'autre côté les arabes, fourbes, musulmans. Il y a nous, une espèce de nous général. Alors est-ce que c'est de l'habileté de sa part ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de changer les choses? Non, je crois vraiment qu'il faut que, quand on a écouté et décortiqué le discours, comme vous l'avez dit, on ne peut pas ne pas reconnaître. D'abord, la rupture claire avec Bush, l'administration Bush et son discours. Mais c'est pas simplement ça qui est important, c'est non seulement la substance du propos, mais les termes qui sont employés. Il a utilisé des termes où effectivement il parle de nous. Pour être encore plus clair, il parle des Américains musulmans qui font partie de l'Amérique et qui contribuent à l'Amérique. Donc il s'adresse aux musulmans du monde entier. Il n'utilise jamais la formule le monde musulman, il utilise les sociétés majoritairement musulmanes. C'est très important parce que ça veut dire qu'il y a un nous générique qui est celui des citoyens. Et à partir de cela, il construit une vision. Je crois que c'est pas simplement un discours. Beaucoup ont été déçus, ils entendent bien sûr davantage du point de vue pratique, mais il y a quand même une vision qui se profile là derrière et qu'il faut reconnaître. Donc je pense que quand on a un propos positif et constructif comme celui-ci, il faut le reconnaître. On peut ne pas être d'accord avec la substance, j'ai des désaccords, ça c'est une évidence, mais je reconnais que le propos est intéressant et tout à fait nouveau. Est-ce que vous pensez que le fait qu'Hussein soit son second prénom joue réellement ou qu'il en joue? Non, il n'en a pas joué, c'est-à-dire que je crois il a commencé en disant salam alaikum. Oui, obligé. Attendez, non, il n'est pas obligé, mais d'une certaine façon, il a commencé avec salam alaikum, il a terminé en anglais en disant la même chose, que la paix soit sur vous en anglais. Je veux dire, évidemment, c'est un politicien, et quand on est un politicien, quelle est la part du jeu? Quelle est la part de l'acteur, du bel homme, de tout ça, et la part de vérité? Est-ce que vraiment, ou comment vous le ressentez-vous en fait? Non, encore une fois, je pense que je l'ai dit avant les élections, pendant les élections et après, l'homme maîtrise parfaitement son image, une extraordinaire expression, et puis en même temps une sagesse critique par rapport. On peut pas lui nier cette intelligence politique. Et encore une fois, il va jouer, il a un staff autour de lui, il va jouer de l'image, il va jouer de la présentation, il va jouer de l'émotivité, car il a en face de lui un parterre de gens qui vont réagir émotivement. Donc tout ceci, on en tient compte. Il n'y a pas un politicien aujourd'hui qui n'en tient pas compte. Mais est-ce qu'il a les mains libres? Alors encore une fois, c'est là où, quant à la substance, il faut rester extrêmement vigilant, critique, reconnaître tous les aspects positifs et à côté de ceci, reconnaître quelles sont les marges de manœuvre qu'il peut avoir. Un président des États-Unis ne vient pas de nulle part. C'est à la fois la population qui l'élit, mais ce sont des grands groupes financiers qui le soutiennent, et puis ce sont des lobbies qui sont autour de lui. Et il est lié par ceci, d'autant plus que c'est son premier mandat de président. C'est un tout nouveau, il est jeune de ce point de vue-là. Donc il n'est pas complètement libre, et on le sent. Son propos, par exemple, sur la question israélo-palestinienne, c'est un propos extrêmement balancé, où il est dans la nuance, il reconnaît la souffrance du peuple palestinien, il reconnaît son droit à l'État, mais il dit et il commence systématiquement par Israël en disant nos liens avec Israël sont absolument indéfectibles, et ils sont, avant il avait parlé même de sacro-saint. On le réécoute un instant pour ceux qui l'ont loupé hier. Compte tenu de nos actions récentes, il est clair que nous avons au moins créé un climat, une atmosphère propice à la reprise des négociations au Proche-Orient. Mais maintenant, je dois le dire une fois de plus, les États-Unis ne vont pas résoudre le problème israélo-palestinien. Et nous ne pouvons pas les forcer à prendre des décisions. Voilà, ça c'était un petit bémol qu'il mettait aujourd'hui avec Angela Merkel en Allemagne, en disant, bon, moi j'indique la voie, mais si les Israéliens, en gros ce qu'il est en train de dire, si les Israéliens ne suivent pas, alors on laisse tomber.
Oui, mais ça de toute façon il est lié et tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'aucune décision qui se prend à Washington n'est absolument indépendante des réalités politiques de Tel Aviv. Ça c'est une réalité. Et que il a eu un discours avant les élections quand il s'est retrouvé en face de l'EIPAC, c'est-à-dire le lobby pro israélien du Likoud, c'est-à-dire du parti qui est aujourd'hui aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, mais qui soutient le Likoud, c'est-à-dire de Netanyahou aujourd'hui. Il a revu son discours, donc il est les mains liées. Maintenant, encore une fois, on le sait aussi, l'Amérique ne pourra pas résoudre seule, mais la voie à indiquer est une voie qui, là, on l'espère, ira plus loin que les discours. Mais c'est pas sur ce sujet-là que j'attends de Obama des transformations. La question de la sécurité, la question d'un discours extrêmement positif aujourd'hui sur les civilisations et la pluralité. Et puis une chose que vous m'avez posée, une question que vous m'avez posée tout à l'heure qui est importante, il fait référence à sa propre expérience. Et là, il y a quelque chose qui est une réalité. On avait un précédent président qui n'était jamais sorti des États-Unis auparavant. Là, on a quelqu'un qui peut dire, j'ai vécu en Indonésie, j'ai vu de l'intérieur ce qu'est l'islam, ce qu'est le vécu des gens, et je pars de l'expérience personnelle vers l'universel commun. Et ça ne part pas, ça ne quitte pas un homme. Vous ne pouvez pas nier cette expérience personnelle. Il faut la reconnaître pour sa sincérité. Elle ne suffit pas, mais elle est un élément ajouté extrêmement positif. Et l'islam comme réalité américaine, ça c'est réellement nouveau. Ah oui, non seulement c'est nouveau, mais attendez, 2 jours avant, préparant le terrain, il dit les États-Unis sont un grand pays musulman. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas pays musulman pour le monde islamique, mais quand il parle des États-Unis, il parle de monde musulman 2 jours avant. Je veux dire, on est vraiment dans une perspective complètement nouvelle. Il parle plus de c'est plus du tout le même langage. Mais ce qui est important, est-ce qu'il en fait pas un peu trop? Alors, attendez, ce qu'il a dit et qui est vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'entende tous, et en particulier nous en Europe. Parce que là, on est en train de préparer des élections européennes. L'Europe est en face d'un énorme danger de dérapage vers la droite et l'extrême droite. Regardez ce qui vient de se passer en Hollande. On a les résultats de la Hollande. Le premier parti qui a fait un bond de 10% est le parti de Wilders, qui est un parti qui dit assez d'islam, on veut plus de musulmans, plus d'immigrés dans le pays. Nous, il faut qu'on entende ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire aux Américains, l'islam n'est pas ce que vous croyez et il faut que vous appreniez, vous, occidentaux, nous, les occidentaux et les non-musulmans, la richesse et la contribution historique de cette religion et de cette civilisation et le fait que ça fait partie de nous aujourd'hui. Il faut qu'en Europe on l'entende, pas uniquement pour faire plaisir aux musulmans, parce que ce qui est très important, c'est qu'on a dit le discours de Obama est orienté vers les musulmans. Et je crois que c'est pas uniquement cela. Le discours de Obama concerne les musulmans, mais nous concerne tous parce qu'il parle à ses concitoyens, il parle aussi aux Européens, il a dit aux Européens, vous ne pouvez pas au nom de votre pensée libérale imposer aux gens de croire ce que vous croyez ou de s'habiller comme vous aimeriez. Ah, alors ça, vous avez bu du petit lait, parce que c'était un de vos grands combats, ben si. J'espère que c'est le vôtre aussi. J'espère que c'est le vôtre aussi, que les gens s'habillent et pensent comme ils veulent. Mais d'ailleurs, je m'habille et je pense comme je veux. Eh ben voilà, laissez à tout le monde ce même choix. J'espère que c'est votre combat, que c'est notre combat. C'est notre combat, mon cher Tariq. Mais Tariq, ce fameux voile pour les femmes, consentantes évidemment, qui veulent l'avoir, n'a pas été autorisé en France. Et Obama a l'air de nous donner des leçons. Est-ce que c'est son rôle? Non, ce qu'il dit, attendez, il parle de valeurs universelles et il dit une chose qui est importante. Si nous sommes cohérents avec nos valeurs universelles, la seule chose que l'on peut dire, c'est que l'on ne doit imposer à personne un choix qui est contre sa conscience. Et ma position, elle a toujours été la même. Je me battrai pour que dans les sociétés majoritairement musulmanes, des femmes qui ne veulent pas porter le foulard, elles ne le portent pas. Mais quand elles l'ont décidé, il faut que ce choix soit respecté. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, attention, pas de double discours, pas derrière la pensée libérale, une seule façon d'être libre. Et je crois que ça, c'est quand même très important. C'est un discours qui est important. Ajoutez à cela, mais vraiment il faut qu'on l'entende en Europe. Il faut qu'on l'entende aujourd'hui. L'islam est une religion européenne. Des citoyens européens de confession musulmane vivent ici, ils le sont, j'en suis, et il faut qu'on construise ensemble l'avenir. Sinon nous sommes tous en danger de moins de liberté, de plus de populisme. Le débat se passe par l'entrée de la Turquie. C'est notre façon en ce moment, dans la campagne électorale. L'islam, c'est par cette porte-là. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. C'est une des voies. Et quand on entend, je crois pas que, alors là, le discours d'Obama a été compris comme ça en Europe, parce que quand on entend ce qu'on entend sur l'entrée de la Turquie, on en est encore assez loin, je crois. Mais on est très loin en Europe d'avoir réalisé que nous étions des sociétés multireligieuses, multiculturelles et ouvertes. Aujourd'hui, on a 3 problèmes en Europe. On a une vraie crise identitaire. C'est qui sommes-nous dans ce monde global et qui même sommes-nous par rapport aux États-Unis. Vous savez, pendant 8 ans, on s'amusait du président Bush.
ignorant, parlant mal, dans une espèce d'esprit très étroit. Et tout à coup, on a un président, c'est l'inverse. Il peut regarder l'Europe et dire, non mais attendez, qui est étroit aujourd'hui dans sa compréhension de soi? Je ne m'attendais pas à trouver un fan d'Obama en face de moi. Non, c'est pas un fan d'Obama. Attendez. L'Obamania vous a saisi. Absolument pas. Je reconnais. Non, mais parce que ça, c'est aussi important. Il ne faut pas tomber dans l'émotion, mais il ne faut pas, au nom de la pensée critique, tout rejeter quand on s'aperçoit tout à coup que quelque chose de positif est en train de s'inscrire. Et quand aujourd'hui, nous... C'est le message de votre livre. L'autre en nous. Exactement. Cet autre, ce soir, c'est un peu Obama. Il a été écrit avant... Oui, mais ce soir, c'est un peu... le discours d'Obama. J'ai presque envie de vous dire, Obama, sors de ce corps. Ah non, je ne reconnais plus mon ramadan. Ah non, mais parce que vous l'avez peut-être jamais connu, c'est peut-être ça le problème. Mais si. Si. C'est peut-être des projections qui ont été faites. Cela étant, ce que j'aimerais moi dire, vraiment, mais pour nous tous, parce que c'est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut entendre dans ce discours comme un miroir quelque chose qui nous est projeté. Ce que vous avez dit sur la Turquie, qui est finalement révélateur de quelque chose qu'on n'a pas résolu. Donc le problème, d'ailleurs, de notre identité, la crise en Europe de cette diversité. Le deuxième élément, c'est notre immigration. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que nous ne survivrons pas économiquement et socialement en Europe sans l'arrivée d'immigrés. Les chiffres sont clairs et nous résistons culturellement. Or, il faut que nous réglions. On ne peut pas criminaliser l'immigration. On ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire en Italie et en Espagne, de criminaliser les gens ou d'avoir des politiques sécuritaires comme celles proposées par Sarkozy. Ça n'est pas tenable et ça n'est pas juste. Vous ne pouvez pas tenir un discours sur les droits humains et traiter les gens comme on le fait. Et puis le troisième élément, effectivement, c'est notre vraie connaissance de ce qu'est notre passé et de ce que nous avons envie de construire ensemble. Alors je repars vers Obama. Maintenant, je vais utiliser les arguments que vous auriez dû utiliser. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir promouvoir la démocratie pour le bien de tous, partout dans le monde, et en même temps à maintenir, par exemple, une guerre en Afghanistan? Ben évidemment, alors ça, vous tombez là maintenant, vous venez là sur les éléments de la substance des propos. Je veux dire, la façon dont il a présenté, le fait d'aller en Afghanistan comme étant un acte naturel de réponse à ce qui s'est passé le 11 septembre, ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable parce qu'il faut absolument condamner ce qui s'est passé le 11 septembre, mais on ne peut pas aller jeter des bombes à 5000 mètres sur une population civile qui n'a même pas choisi les talibans. Ils ne les avaient pas choisis. Ceux qui les ont aidés en 96, c'est d'abord les Américains. Et tout à coup, on les rend responsables. Et surtout une chose, d'une décision qui a été prise en avril 2001, c'est-à-dire avant les attentats de septembre, et ensuite on instrumentalise l'un pour l'autre. Ce qui a été fait en Afghanistan et qui continue à être fait en protégeant Karzai par les autorités, les militaires américains, et qu'on laisse le pays de cette façon-là, ça n'est pas tenable. L'Irak, ça n'est pas tenable non plus. Et encore une fois, pas un mot quand même sur l'offensive qui a tué près de 2000 personnes à Gaza. C'est comme tout cela n'était que de la violence relative par rapport au nous avons été touchés, 3000 Américains sont morts, et donc il est normal que nous réagissions. Tariq, je vous retrouve. Non, mais ça, attendez. Obama mais vous m'avez jamais perdu. Vous m'avez jamais perdu. Je vous ai légèrement perdu. Attendez, non, mais c'est la même logique. C'est-à-dire que ce qui détermine mon discours devant vous aujourd'hui, c'est la cohérence. Autant sur la question des valeurs, il faut qu'on soit ensemble. Mais j'espère, Karl Zéro, contre ce que j'ai dit tout à l'heure sur le vivre ensemble, ce nous, et que ce que je suis en train de dire maintenant sur le caractère inacceptable de la mort des innocents en Irak, et la mort inacceptable des innocents palestiniens, et la mort inacceptable des Afghans, vous êtes du même bord, parce que ça ne pourrait pas être les mêmes qui travaillent ensemble en Europe, et tout à coup nous ne serions pas d'accord, supposant que le sang ou la vie des Arabes ou des Afghans vaut moins que celle des Américains. J'espère que ce nous, c'est le même. C'était Tariq Ramadan, un festival Ramadan, l'autre en nous. Je n'aurai pas ma réponse. Pour une philosophie du pluralisme, un livre, mais c'est presque, vous êtes en train de devenir vous-même un prophète maintenant. Non, pas du tout. C'est un voyage dans les philosophies et dans la pensée, vraiment très simple. C'est vraiment pour le tout public, mais ce que je veux montrer ici, c'est qu'au bout du compte, ce dont nous avons besoin, c'est véritablement d'être capable de voyager intellectuellement pour vivre ensemble de façon plurielle. C'est une nécessité intellectuelle. Hamdoulillah, merci beaucoup Tariq. Dans un instant, le rappel des titres, et après je serai avec Gérard Felzer et on parlera de cet avion qui décidément est bien mystérieusement disparu. À tout de suite.